Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice, une boîte remplie de surprises culturelles aujourd'hui encore, puisque nous allons retrouver la photographiste Pascale Meyer qui a croqué la ville de Metz à sa façon, à savoir poétique à souhait. Nous ferons le jour sur Marcher sur l'eau, le très beau documentaire d'Aïssa Maïga qui nous emmène dans un village du nord du Niger, victime du réchauffement climatique. Le climat est également le sujet de la nouvelle exposition du Centre Pompidou-Metz, Toi et moi, on ne vit pas sur la même planète, qui s'est ouverte conjointement à l'exposition Écrire, c'est dessiner. Nous vous les présenterons. Mais tout de suite, nous allons retrouver le réalisateur Pierre Villemain, qui endosse en ce moment le rôle de président du jury du festival Le Réel en Vue de Thionville. D'ailleurs, 2 de ses films sont projetés à cette occasion. Ouvrons la boîte à malice pour en savoir plus. Bienvenue. Pierre Villemain, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, il faut savoir que vous êtes professeur d'enseignement artistique en images mouvement à l'ESAL, l'école supérieure d'art de Lorraine-Metz. Il faut savoir que vous aimez particulièrement travailler les images, expérimenter autour des films. D'ailleurs, vous en avez réalisé de nombreux jusque-là. 2 d'entre eux seront diffusés à l'occasion du festival Le Réel en Vue à Thionville, un festival qui est entièrement dédié au documentaire et un festival dont cette année vous êtes le président du jury. Un festival, on peut le dire, qui est important dans le paysage aujourd'hui, essentiel. Pour moi, le festival Le Réel en Vue existe depuis 24 ans, donc c'est un festival qui inscrit une forte présence du documentaire dans la région. Et c'est une manière aussi de divulguer des données, des informations, à travers des films qui sont essentiels pour la compréhension du monde. Oui. Et donc c'est la mission de ce festival, dont le directeur artistique est Thierry Léger, en collaboration avec Michael Stiblin. Donc ils m'ont demandé de participer à ce festival en tant que président du jury. On imagine que c'est un rôle que vous prenez particulièrement à cœur. Oui, c'est vrai que c'est toujours passionnant de regarder les films des autres, d'avoir un regard, de pouvoir émettre un regard critique et de le partager avec d'autres membres du jury, ce que nous ferons le 27 novembre. C'est vrai que c'est une belle opportunité aussi de découvrir des documentaires, ce qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir faire au cinéma. Oui, parce que c'est vrai que le cinéma documentaire nous renvoie à nous-mêmes et on a besoin, je pense, quand on est spectateur, de se confronter à cette réalité, même si elle est vue à travers le regard d'un auteur. C'est ça qui est important, c'est qu'on sort du format télévisuel pour rentrer dans une dimension de regard d'auteur qui nous emmène quelque part. Donc c'est une vraie fonction, effectivement. Alors dans ce festival, à l'occasion de ce festival, on va pouvoir découvrir des films de facture assez traditionnels, et puis d'autres qui ressemblent davantage à des objets cinématographiques, et je pense notamment à vos 2 films, il y a Entre mémoires et Le Nécrophone. On se rend compte en les découvrant que vous aimez vraiment jouer avec notre perception, c'est-à-dire que l'image, vous la triturez, vous la malaxez, vous triturez le son également. Ce n'est pas du cinéma traditionnel que vous nous proposez, c'est comme ça qu'en fait vous concevez, vous, le cinéma, c'est de jouer avec notre perception avant tout. J'ai une pratique de plasticien, dans le sens où l'image, elle n'est pas forcément inscrite dans un cadre et elle n'est pas forcément nette. Donc l'image et le son, c'est forcément pour moi, c'est des médiums qui interagissent ensemble, mais pas comme un cinéma traditionnel. Pas avec un scénario, pas forcément avec des comédiens, mais avec une mise en espace et des propositions plastiques, visuelles, qui doivent emmener ailleurs le spectateur. Oui, c'est un objet cinématographique, un objet artistique finalement. Oui, à part entière. Le film est un objet artistique et je le considère un peu comme un véhicule. C'est une sorte de véhicule dans lequel on voyage et on doit emprunter un certain nombre de stations pour faire ce déplacement, à plusieurs. Alors on pourrait dire ça du cinéma en général, mais en particulier mes films, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus, ils demandent peut-être un peu plus d'efforts que le cinéma de distraction, puisqu'ils nous renvoient à nous-mêmes et ils nous font réfléchir sur nous-mêmes. Et on ne peut pas forcément s'identifier dans des comédiens, à travers des personnages. On est dans des choses beaucoup plus floues, beaucoup plus incertaines. Voilà le principe. Mieux vaut ne penser à rien
que ne pas penser du tout. Rien, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et quoi de mieux que de regarder par exemple votre documentaire Entre mémoires pour apprendre à vous connaître davantage, puisque c'est un film dans lequel par exemple on va apprendre que vous avez commencé à filmer très très tôt. Quelle peut-être a été votre manière d'appréhender le monde ou la caméra? Très simplement, il y a une transmission qui se fait à travers le père, hein, la transmission à travers une caméra qui est prêtée. Il y a cette manière de regarder le monde parce que soi-même on a peut-être du mal à vivre, à évoluer dans ce monde quand on est jeune. Donc ce sont des motivations qui m'ont habité depuis le plus jeune âge. Et par la suite, c'est vrai que c'est devenu un mode d'écriture, c'est presque devenu un mode de vie, c'est-à-dire que je filme beaucoup sans forcément savoir ce que je vais faire des images. Je les amoncelle dans des disques durs et ça devient pour moi une matière première que je fais ressurgir au fur et à mesure de mes projets. J'ai tout organisé de manière à avoir tout sous la main. J'ai quelques archives, quelques vieilles cassettes, quelques vieux CD. Et puis j'utilise un simple MacBook pour faire le montage. Donc là, par exemple, j'ai un projet en cours avec ce petit chien qui a des réflexions sur l'évolution du monde par rapport à des entretiens de Bernard Stiegler. J'ai repris des propos de ce philosophe et je les mets en sous-titres, comme si c'était la pensée du chien. Le fait de voir ces images attendrissantes d'un animal et d'avoir cette pensée plus profonde, ça crée je pense que ça crée une dialectique et ça permet d'être plus sensible aux propos. Revenons précisément à ce film, Entre mémoires. Vous y explorez la question du souvenir, de la mémoire. Comment est-ce que vous l'avez construit justement? Comment vous avez procédé? Donc il y a d'abord l'envie de raconter quelque chose par rapport à mon histoire personnelle, même si elle est un petit peu transformée, on va dire. Hein. Et après, il y a l'idée de confronter des textes de philosophes ou de cinéastes comme Olivier Smolders, ou de poètes comme Fernando Pessoa, Stan Brakhage, c'est trouver des échos à ces images à travers le texte des autres. Moi, je suis incapable d'écrire correctement aussi bien que ces personnes que j'ai choisies. Donc, ces extraits de texte deviennent comme des têtes chercheuses. Ça devient des éléments narratifs que je monte, donc je me les approprie, je prends des phrases, je les redis en voix off et ça devient une pensée en mouvement. Et d'ailleurs, à ce titre, vous dites, en tout cas quelqu'un dit, je ne sais pas à qui vous avez pris cette phrase, « Filmer ce qu'on aime, c'est prétendre à la mémoire et défier la mort », ce qui est absolument magnifique. C'est une phrase d'Olivier Smolders, qui est un cinéaste belge que j'affectionne beaucoup. Il y a l'idée de la mort qui est toujours sous-jacente, et évidemment, pour la contrecarrer, on est obligé de faire vivre les choses, les personnes que l'on aime, et les images des personnes que l'on aime. Ouais. Donc ça veut dire que filmer, c'est aussi boxer l'oubli? Oui, c'est ça? Oui, on peut le voir comme ça. Oui. Alors ce documentaire, les téléspectateurs pourront l'apprécier à la Scala de Thionville dans le cadre du festival, donc je l'ai dit, Le Réel en Vue, ça sera samedi 27 novembre à 20h. Et puis il y a un autre film qui sera diffusé, vous avez réalisé un film plus court qui s'appelle Le Nécrophone. Cette fois dans lequel vous questionnez tout ce qui relève des enjeux climatiques à travers un voyage temporel. Comment est-ce qu'il s'est écrit celui-ci? Le Nécrophone, c'est une uchronie, c'est-à-dire que je me sers de faits historiques pour raconter cette histoire qui est celle de l'effondrement climatique et à travers des voyageurs temporels qui reviennent dans un passé proche, qui enquêtent sur le pourquoi de cet effondrement. Je suis artiste peintre. L'hiver, quand je me promène avec mon chien, j'entends un bruit ou une voix qui semble sortir du sol. Un son indistinct et continu. Le bruit de la terre, un ronronnement entêtant qui obsède.
c'est une fiction qui fait réfléchir, c'est en même temps quelque chose qui est assez métaphysique. C'est un film qui fait réfléchir, mais qui fait songer à des choses plus complexes, plus immatérielles, puisque c'est la vie après la mort, il s'agit de ça aussi. Donc un film qu'on pourra également découvrir le 27 novembre à 20h dans le cadre du festival Le Réel en Vue de Thionville. Ça sera au cinéma La Scala. Si je vous dis Pierre Villemain demain? C'est de la création qui va continuer, puisque moi je travaille en autoproduction, je n'utilise aucun financement. Le fait de faire des dossiers, des projets, ça m'ennuie profondément. Je préfère plutôt me lancer directement dans un projet et le faire en autoproduction. Après, je diffuse mes propres films comme un artisan. Je m'occupe de la diffusion dans les festivals. C'est mon point de contact avec le public. Et ça vous réussit parce que vous avez été primé à de nombreuses reprises dans des Oui. festivals internationaux, on peut quand même le préciser. C'est des petits festivals internationaux, mais c'est vrai que c'est des gratifications qui sont encourageantes et qui permettent de vérifier, de constater ça crée des échos. Le fait d'être diffusé, ça crée une véritable énergie positive. Eh bien, merci beaucoup. On rappelle donc que vous êtes le président du jury du festival Le Réel en Vue qui va se dérouler jusqu'au 27 novembre au cinéma La Scala de Thionville. On pourra vous y croiser samedi 27 novembre et découvrir vos films. On vous souhaite une bonne continuation. Merci. 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 Dans notre boîte à idées, aujourd'hui, on retrouve un texte magnifique signé de l'auteure québécoise Rebecca Dérape, Fanny, qui sera jouée sur la scène du Nest Théâtre de Thionville. Alors Fanny, c'est une femme de 55 ans qui vit avec son conjoint et qui décide un beau jour d'accueillir une locataire. Cette locataire, c'est Alice. Elle est étudiante, noire, engagée pour la cause des femmes, et autant dire qu'elle va littéralement chambouler la vie de Fanny. Un choc des générations va s'opérer et c'est un magnifique portrait d'une cinquantenaire qui va être dressée. C'est drôle, c'est tendre, c'est engagé et c'est donc à découvrir sur la scène du Nest Théâtre de Thionville vendredi, samedi et dimanche. Et notez que la représentation de dimanche sera proposée en audio description et qu'elle sera par ailleurs précédée d'un brunch. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du Nest dont la programmation vaut vraiment le détour. Et dans notre boîte à idées, on retrouve également une invitation à prendre un grand bain de danse et de musique avec L'Amour sorcier, qui est à l'origine un ballet créé en 1915 par Manuel Falla, un ballet qui nous conte l'histoire d'une gitane hantée par le fantôme de son fiancé qui veut rompre le maléfice pour pouvoir l'aimer librement. Aujourd'hui, ce ballet est interprété par 10 musiciens, 6 danseurs et une chanteuse pour un registre qui se veut à la fois pop, traditionnel, hip-hop, jazz, bref, c'est surtout détonnant, regardez. L'Amour sorcier, un spectacle pour orchestre et 6 danseurs, spectacle chorégraphié et mis en scène par Aïcha Mbarek et Hafiz Daou. Il est à découvrir ce spectacle le 8 décembre à l'Arsenal de Metz. Réservez vos billets. Faisons maintenant connaissance avec la photographiste Pascale Meyer, qui a toujours été intéressée par l'art. Elle dessine depuis sa plus tendre enfance et au fil du temps, elle a appréhendé d'autres médiums qu'elle conjugue aujourd'hui pour nous livrer sa vision du monde et qui plus est, sa vision de sa ville, Metz. Peinture ou dessin, aquarelle ou encre de Chine. À découvrir ces monuments emblématiques de la ville de Metz, sublimés sur papier, la question subsiste. Et pourtant, il en est tout autre. Car si Pascale Meyer a longtemps joué de ces différents médiums, aujourd'hui, c'est avec sa tablette graphique qu'elle exprime sa créativité, après avoir au préalable capturé la ville avec son appareil photo. Ce que j'aime, c'est que même si c'est fait à l'ordinateur, on comprend qu'il y a un être humain derrière. Et qui a mis effectivement toute sa sensibilité par le biais effectivement de différents outils qui sont un peu des outils de pinceau et qui donnent un peu cet effet d'aquarelle, atténuer certains endroits comme si je l'avais fait à la gomme, comme si j'étais vraiment allée, hop, je regarde, je m'éloigne, ah non, là on a encore un peu trop de bâtiments. Et tout ça, j'y vais vraiment, effectivement, petit à petit. Un travail tout en délicatesse dans lequel se conjugue son amour pour la photographie, l'illustration et le dessin.
Il faut dire que toute petite déjà, Pascale Meyer se rêvait professeure d'art plastique. Pourtant, c'est seulement lorsqu'elle quitte Sarreguemines pour Metz, il y a 15 ans, qu'elle mûrit son projet, croquer la Moselle à sa façon, offrir un nouveau regard sur son patrimoine et parfois s'amuser à glisser un même personnage 3 fois dans ses dessins avec un désir. On a envie de rentrer dedans, qu'on a envie de... Voilà, qu'on a envie de vivre comme dans un dessin, je sais pas, parce qu'en plus, ouais, le dessin, c'est un peu un univers fantastique où tout est possible. Et je trouve que voilà, mettre ce petit personnage 3 fois, ça donne un peu un côté un peu surréaliste, comme si on pouvait multiplier la vie, ou je sais pas, c'est... Voilà. Avec du coup toujours ce petit élément. Avant, la place Saint-Louis, c'était la place du change. Il y avait plein de banquiers. Et du coup, voilà, j'ai mis une petite balance avec des petits sous pour rappeler l'histoire, une partie de l'histoire de la place Saint-Louis. Là, j'ai la poste. Donc pareil, avec un petit motif géométrique, parce que voilà, là aussi, j'ai toujours un petit motif géométrique. Car ici, rien n'est laissé au hasard, même si pour beaucoup, Pascale travaille de façon instinctive, comme un élan vital, source d'un émerveillement qu'elle aimerait nous transmettre. C'est comme montrer ma façon de voir en fait la vie et la façon dont moi je l'interprète. Dans mon art, j'ai jamais été, je suis pas quelqu'un qui revendique quelque chose, je veux que quand on regarde, ça suscite une belle émotion. Nous montrer que la vie est belle en dépit des drames qu'elle a pu traverser et que nous traversons, et nous donner envie de nous engouffrer dans les rues de Metz avant que d'autres rues ne viennent peupler sa pellicule. Pascale Meyer qui vous donne rendez-vous à l'atelier au pastel 17 rue Taizon à Metz dans le cadre de son exposition Metz à sa façon, exposition que vous pouvez découvrir du 26 novembre au 31 décembre. Et n'hésitez pas également à lui passer commande en allant faire un tour sur sa page Facebook. La semaine dernière se déroulait le festival Cinéma Planète au Club de Metz, un festival de films, courts-métrages, documentaires entièrement dédié à la transition écologique. Et à cette occasion, on a pu apprécier le très beau documentaire d'Aïssa Maïga, Marcher sur l'eau, un documentaire pour lequel elle a suivi pendant 4 saisons les habitants d'un village Peul au nord du Niger, un peuple souffrant cruellement du manque d'eau suite au réchauffement climatique et qui s'est donc battu pour obtenir qu'un forage puisse avoir lieu. ko ina en juuyo wana on ba ilano re'i jiye ma dilli latti leydi tan resi biya wala goɗɗo wala ayikkati a waɗa ko inchallahu in mun samu ruwa yara mu za su yi lekol kenan nde fusi ko ɗum de mo yara ndiyam joɗotade gowru gonɗen kañum ma kiloji sappo ko gooti ɗo. Quand on m'a parlé du village de Tatiste et qu'on m'a décrit le fait que c'était une communauté, Peul Wodabé, ça m'a parlé, puisque ma grand-mère paternelle était Peul, du Mali. Ça m'a parlé également parce qu'on m'a expliqué que les femmes avaient un rôle économique très important, qu'elles endossaient de façon très intense, notamment au travers d'exodes réguliers, parce qu'elles sont poussées à aller chercher du travail de façon saisonnière à l'étranger, dans les pays voisins du Niger. Ce qui m'a frappé, c'est également le fait que la cellule familiale dans les familles nomades éclate du fait du réchauffement climatique, parce que la saison des pluies dure beaucoup moins longtemps au fur et à mesure des années. Et donc la condition de l'enfant est quelque chose qui m'a interpellée. Je me suis dit que ça permettrait d'entrer dans, entre guillemets, l'infiniment petit pour raconter le monde, raconter ce que l'impact de la pollution mondiale crée. Toute cette traversée nous permet d'être proche de cette jeune fille que j'ai suivie, qui s'appelle Houlaï, qui a 14 ans, et qui est propulsée à la tête de sa famille, en l'absence de ses parents. Et on traverse avec elle, on est traversé par les éléments, par les vents, par les pluies, par la sécheresse, par le soleil. Et c'est ce que je voulais, cette immersion, qu'on ait la sensation d'être avec eux. On est au-dessus de l'eau, mais c'est tellement profond, c'est pour cela. Là, il faut un forage. Yau an ka ce wani abu matsala ta taso har da mu sai ta taba mu mushe nisa.
J'ai voulu faire un film qui parle véritablement des difficultés, qui les donne à voir, mais qui en même temps offre une perspective sur plusieurs plans. Bon, d'abord, il y a la question du forage. Bon, ça, c'est lié vraiment au film. Mais il y a également la façon dont les gens se mobilisent, la façon aussi dont ils restent debout. Les Peul Wodabé ont un sens de l'esthétique extrêmement développé au niveau des coiffures, au niveau des bijoux, des habits. Ils ont beau traverser une existence qui parfois est âpre, ils mettent un point d'honneur à être dignes. On va marcher sur l'eau. Oui, certainement. Pourquoi aujourd'hui ce n'est pas comme avant? Pourquoi il n'y a pas d'eau? C'est ça qu'on appelle les changements climatiques. Le film Marcher sur l'eau d'Aïssa Maïga que vous pouvez encore apprécier en vous rendant au Club de Metz ou dans toutes les bonnes salles de cinéma. Et c'est vrai que par ce froid de canard, eh bien, il est préférable de se réfugier dans les salles obscures ou encore peut-être de pousser la porte des musées, d'autant que tiens, eh bien, le Centre Pompidou-Metz propose 2 nouvelles expositions. Toi et moi, on ne vit pas sur la même planète et écrire, c'est dessiner. 2 expositions et 2 univers que nous fait découvrir Jean Milon. Des œuvres aussi gigantesques que surprenantes. Notre voyage commence ici à la rencontre de ces créatures singulières, un mélange de bricolage et de figures mythologiques mexicaines, le tout animé par des circuits électriques à la vue des visiteurs. Voilà donc l'espace qui lance le long périple à travers l'exposition Toi et moi, on ne vit pas sur la même planète. Vous allez me dire, attendez bien, on vit tous sur Terre. Oui, on vit tous sur Terre, mais cette Terre, on n'a pas l'impression que c'est la même pour tout le monde. Et donc l'exposition vous propose de déambuler à travers plusieurs planètes. Il y a celles où pour les habitants les ressources sont infinies, et d'autres où l'on essaye de vivre dans les limites d'une seule Terre. Une réflexion donc écologique qui s'inscrit parfaitement dans l'actualité. On a l'impression qu'on vit sur des planètes différentes, que certains ne viennent pas à la table, alors que leur responsabilité en termes de CO2 est connue, mais qu'ils ne viennent pas à la table des négociations de cette COP26. Et du coup, c'est comme s'ils se retiraient de ce monde et que c'est comme s'ils allaient vivre sur une autre planète. Donc c'est ça qu'on essaye de commenter. Notre excursion se poursuit un étage plus bas. Ici est né le résultat d'une expérience menée par Ethel Adnan, peintre et poétesse. 2 activités qu'elle a réunies pour ne former plus qu'un. On y retrouve des témoignages de l'histoire de l'écriture et de la manière dont, dès ses origines, l'écriture a quelque chose à voir avec le dessin. Et aujourd'hui, souvent on peut entendre la phrase, ou on peut même la dire, mais moi je ne sais pas dessiner. Ethel Adnan nous répond, mais si tu sais écrire, tu sais dessiner. Tu as appris à faire quelque chose avec ta main très contrôlée, donc tu sais faire un dessin. Parmi les 230 œuvres de l'exposition, on y retrouve cette immense fresque de 86 mètres de longueur, mais surtout beaucoup de leporello ou livres accordéons. C'est des choses qui se plient, qui sont grandes comme un livre de poche, et puis on peut les déplier. Elles peuvent faire 7 mètres, 10 mètres de long. Elles mélangent complètement l'écriture, le dessin dedans, et c'est absolument passionnant de les parcourir, de passer du temps à contempler ces grandes œuvres tout en longueur. Notre visite se termine donc perdue dans les livres, plus que jamais visuels, là où désormais s'entremêlent sens et créativité. Il ne vous reste plus désormais qu'à vous rendre au Centre Pompidou-Metz. Vous pouvez réserver vos billets et vous enquérir de la programmation sur le site qui est apparu à l'écran. L'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice. Je vous propose de le faire comme toujours en musique, avec aujourd'hui le groupe The Nucleons Project qui est de retour avec un premier album, Kill 'Em All But My Boy, un album rock'n'roll et rétro dans lequel ils nous parlent à la fois d'amour, de haine, de joie, de fête, tout cela avec l'énergie et la folie douce qu'on leur connaît. Moi je vous laisse donc avec un de leurs singles, Wanda Jackson. Allez, bye bye.